Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour parler des invités d'honneur que sont Fabrice No. Bonjour Fabrice, rebonjour, parce qu'on Rebonjour passe toute Frédéric. l'après-midi ensemble. Bonjour Évariste. Bonjour. Alors Évariste, tu es à l'origine de la revue critique et d'histoire de la bande dessinée Bananas, qui paraît une fois par an à l'hiver, mais qui est déjà disponible au SoBD, En avant-première. dont je fais la promo. Voilà. Avec un très bel et long article consacré au dernier sergent de Fabrice No. Je ne l'ai pas lu encore. C'est pas- pour ça qu'il n'est pas fâché, donc ça va bien se passer. Déjà, c'est bien. On va passer un bon moment ensemble. Alors, première question, question traditionnelle. Première rencontre entre toi et Évariste. Moi, j'ai envie d'envoyer tout de suite la balle à Évariste, parce que c'est Évariste qui C'est m'a... lui qui est à l'origine qui de... est venu... moi, je Alors- ne connaissais pas du tout Évariste. Évariste, comment tu as rencontré le travail d'abord de Fabrice? Oh, c'est très simple, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais ça, je m'en rappelle très bien. Ça se passe à Angoulême, une ville où il y a un festival international de la bande dessinée. Et à côté de ce qu'on appelle aujourd'hui le vaisseau Moebius, il y a des appartements d'habitation. Et à l'intérieur de ces appartements, il y a une exposition de dessins qui est organisée. Et donc, on est donc en 1994, donc c'est l'année où paraît le numéro 1 de la revue Ego Comics, donc, qui a été co-créé par Fabrice. Et donc, il y a une exposition de dessins, alors au moins des dessins de Fabrice, mais je ne sais plus s'il y a également des dessins des autres participants. C'est une exposition Ego. C'est une exposition. Donc, tous les auteurs et autrices d'Ego Comics numéro 1 sont exposés dans cet appartement réquisitionné comme salle d'exposition pour l'occasion. Je crois que c'est 1993. On ne va pas se battre sur la date, oui, un an près, non, mais je crois que c'est 93, parce que dans le tome 3, je fais référence justement à ce festival. Et donc, moi, à l'époque, j'ai déjà en tête l'idée de relancer ma revue Bananas, parce qu'elle a eu une première vie, donc ça remonte assez loin dans le temps, en 1981. Il y avait eu un Bananas un peu particulier, c'était un tabloïd de 16 pages. Il y a eu 3 numéros qui sont sortis, puis l'éditeur a fait faillite tout de suite après. Alors, ce n'était pas qu'à cause de moi. Il y avait déjà un trou dans la caisse bien avant. Et donc, en 1981, je me disais, bon, c'est quand même bête, je relancerai bien la chose. Et donc, du coup, je suis un petit peu comme Fabrice, je suis plutôt un marathonien qu'un sprinter. Et donc, du coup, c'est seulement en 1995 qu'est ressorti Bananas dans une nouvelle formule, donc formule beaucoup plus traditionnelle d'une revue d'une 60aine de pages, format Charlie mensuel ou pilote mensuel, enfin les revues habituelles de l'époque. Et donc, du coup, j'avais dans l'idée de publier à la fois des classiques de la bande dessinée, parce que contrairement à Fabrice, moi je suis un pur BD-phile. Donc il y avait des classiques de la bande dessinée que j'avais envie de republier. Et puis j'avais aussi envie de publier des choses un petit peu nouvelles. Et j'avoue qu'en voyant ces dessins de jeunes auteurs, donc totalement inconnus, Il y avait une page d'Edmond Baudouin. Il y avait effectivement. À qui on avait demandé une page Oui. pour faire caution. Absolument. C'est vrai, il y avait une page d'Edmond Baudouin, mais sinon le reste c'était que des jeunes dessinateurs. Et bon, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose pour moi, quoi. Et donc c'est comme ça que le contact a été pris et que j'ai proposé aux auteurs de participer à Bananas. Alors donc c'était une revue un petit peu fauchée, donc si on veut rentrer dans le détail des choses, les dessinateurs travaillaient gratis. Et moi, par contre, je faisais un chèque à la revue pour aider la revue Ego. C'était une espèce de troc qui se faisait, mais bon, grosso modo, hein, les auteurs étaient quand Ça n'a même... pas changé véritablement aujourd'hui dans l'édition, hein, surtout sur les revues. Voilà. Donc voilà comment que ça s'est passé. Et pour être tout à fait complet,
quand j'ai découvert donc ces auteurs du collectif Ego Comics, il y en a immédiatement 3 qui m'ont fait une espèce de choc. Il y avait donc Fabrice, il y avait Xavier Mussat et il y avait Vincent Sardon. Alors, bon, Xavier Mussat, il est un petit peu associé à cette édition du Salon, c'est pour ça que je cite son nom. Et Vincent Sardon, il a assez vite lâché la bande dessinée. Il est quand même resté notamment dans le dessin. Il a travaillé longtemps, par exemple, pour Libération, pour faire des illustrations, etc. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas son nom, c'est celui qui fait le tampographe. Donc les trucs de tampon, Vachier, tout ça, là, c'est lui. Voilà, donc je m'arrête là parce que sinon j'ai peur d'être un petit peu long. Non, mais voilà, c'est tout. Et puis donc cette revue en 95, je fais 4 numéros, donc avec des classiques, avec des dessinateurs un peu connus. Il y avait Crépax, il y avait Crumb. C'était des dessinateurs qui, dans les années 90, intéressaient plus grand monde. Enfin, ils avaient quand même toujours leur notoriété, mais c'était pas, les éditeurs ne se battaient pas pour les publier. Et puis donc, je dirais la toute nouvelle vague de gens d'Ego, et plus quelques articles sur la bande dessinée, parce que c'était quand même le bénéfice que j'étais et l'ancien fanzine que j'étais, parce que pour être tout à fait précis, moi j'ai commencé à écrire dans des fanzines il y a 50 ans, quoi. Donc voilà, ça m'a jamais quitté. Voilà, bon. Au bout de 4 numéros, bon, la revue s'effondre complètement parce que ça n'intéressait pas grand monde. Et pareil, j'avais l'intention de recontinuer la revue. Et donc entre 1980, fin 95 et puis la nouvelle formule de Bananas, je crois que c'est 2006, quoi. Donc de nouveau un temps de digestion très très long. Et pour le coup, cette formule-là, ce n'est plus une revue de bande dessinée, c'est une revue sur la bande dessinée. Donc qui essaye de reconsidérer un petit peu l'histoire de la bande dessinée, et non pas selon les... Mais entre les deux, tu as Critics, enfin je veux dire, Oui. Qui chevauche... Tout à fait. Et entre les deux, il y a c'est une revue photocopiée, donc d'aspect un peu moins flamboyant que de l'offset. Bon, on ne peut pas dire que ça soit hyper flamboyant, mais voilà. Il y a une revue qui s'appelle Critics, où il y a 12 numéros, il y a 3 numéros par an. Et ben, pareil, c'est un travail pour essayer de reconsidérer l'histoire de la bande dessinée en regardant un petit peu ce qu'il y a dans les marges et ce que l'histoire officielle un petit peu a oublié. Et tu fais bien de citer Critics, puisque dans le premier numéro de Critics, le premier dossier, c'est un dossier Fabrice No. Ah, le premier. Et le deuxième exemplaire... Il y a eu quelques textes sur mon travail, mais je me souviens plus. Et le deuxième numéro, c'est un dossier sur un dessinateur qui s'appelle Aristophane, donc qui est un dessinateur qui vit dans la même ville que je ne citerai pas, qu'habitait à l'époque Fabrice. Et Fabrice est absolument, on va dire, passionné ou ébloui ou ému, ou je ne sais pas quel est le terme. On était nombreux dans la profession quand même. Alors Aristophane, donc il n'a pas eu une grande carrière déjà parce qu'il est mort assez jeune, il a fait assez peu de livres. Ces livres ont principalement été édités soit par Ego Comics, donc puisque la revue ensuite est devenue une maison d'édition, soit par l'association. Mais Cornelius, non? Enfin, il n'y a pas Faune, tout ça, c'était pas... Je ne me rappelle pas que Cornelius, mais en tout cas l'association, Le Conte démoniaque, c'est l'association, c'est le chef-d'œuvre absolu. Et Les Sœurs Abîmes, c'est Ego Comics. Pareil, c'est un livre magnifique. Voilà. Donc, je dirais le compagnonnage avec Fabrice No, à travers Critics, au moins pour les 2 premiers numéros, continue. Et toi, donc, Fabrice, tu ne connaissais pas du tout Bananas? Non, absolument pas. Du tout. La rencontre s'est faite comme l'a décrit Évariste.
Et j'ai pas grand-chose à rajouter, c'est-à-dire on s'est suivi au fur et à mesure pendant quelques années, on se suit toujours. Il y a eu un gap d'absence, on va dire, peut-être de ma part, mais qui correspond en grande partie quand même à la grosse période de dépression 2008-2015. Et alors c'est très étonnant parce que Évariste, vous aurez noté sa modestie, qui n'arrête pas de déprécier, c'est en photocopie, c'est pas flamboyant, etc. Et enfin, Critiques ou Bananas, pour moi, c'est vraiment des revues indispensables par cela même que tu as dit, c'est-à-dire de voir un peu aussi les marges, pas ce qui est dit par la bande dessinée, enfin les revues officielles, on va dire 9e art ou ce genre de choses. C'est parfois d'être un petit peu sur des auteurs parfois connus, mais en écrivant des textes sur des parties de leur travail qui le sont moins. Alors, est-ce qu'on peut le dire qu'en fait, tu es quasiment très souvent seul aux manettes? Oui. Tu sollicites beaucoup de gens qui finalement ne te répondent pas, moi le premier. Non, c'est pas tout à fait juste. Alors, je précise quand même que Critics, c'était quand même une revue, pour le coup, c'était une véritable équipe. Il y avait Renaud Chavannes, il y avait Jean-Paul Genquin, il y avait Christian Marmonnier, enfin, je m'excuse pour ceux que je pourrais oublier. C'était vraiment une revue d'équipe faite collectivement, mais sinon, c'est vrai que moi, je suis quand même un solitaire absolu. Ceci dit, bon, aujourd'hui, dans la formule actuelle de Bananas, c'est quand même toujours un peu les mêmes collaborateurs. Donc, il y a quand même une fidélité, une amitié qui dure à travers le temps. Et donc, pour préciser aussi que ce n'est pas seulement des auteurs un petit peu différents qu'on va aborder dans le sommaire, ça peut être aussi des aspects différents. C'est-à-dire, on peut retrouver un dessinateur qui a été par ailleurs, par exemple, syndicaliste dans les années 70. Oui, tu as une petite passion quand même pour les Milton Caniff, des Américains, des auteurs assez anciens, j'ai envie de dire. Tout à fait. Mais pas les éternels Franquin, comme cette espèce de répétition permanente des Franquin, des Hergé, qu'on nous ressort, des Uderzo. Alors, Hergé, c'est le seul auteur. Tu as une auteur... passion pour des dessinateurs plus anciens, voire plus anciens, voire de la même période, mais finalement dont on parle moins que tous ces grandes têtes de pont. Hergé, je dois dire que c'est le seul qui est absolument interdit de revue. Hergé, je veux dire, c'est vraiment le trop-plein. Donc, on en a marre. Qu'est-ce qu'il y a de tout on peut parler de tout dans Bananas, sauf de Hergé. Mais oui. C'est bien ce qu'il fait, on en a marre. Quoi. Les gens n'ont pas besoin de nous pour qu'on parle d'Hergé. Exactement. Et donc, du coup, l'idée de Bananas, c'est aussi de parler de ce dont on ne parle pas par ailleurs. Et donc, on parle toujours, par exemple, des petits formats. Alors, les petits formats, c'était des revues très très populaires qui étaient vendues en France, qui ont eu un grand succès dans les années 50, 60, 70 jusqu'aux années 80. Donc il y avait des centaines de titres et au niveau des tirages, les meilleurs, c'était 200 000 ou 300 000. Enfin, c'était des trucs absolument gigantesques. Et ça a été complètement évacué par l'histoire de la bande dessinée. On s'intéresse aussi à la presse pour les jeunes filles. Parce qu'on a l'impression que l'histoire de la bande dessinée, c'est le journal Tintin, le journal Spirou, le journal Pilote, et ensuite l'Écho des Savanes, Métal Hurlant, etc. Et donc, on oublie les petits formats, on oublie toute la bande dessinée qu'il pouvait y avoir dans la presse quotidienne. On oublie qu'il y a eu des titres comme Lisette, Bernadette, Âme Vaillante, etc. qui avaient des tirages. Y a-t-il eu des textes de toi ou de collaborateurs sur Lily Agi? Non. Non? Moi, j'adorais Lily, c'était ce que disait ma sœur. Écoute, le journal t'est ouvert, si tu veux plancher là-dessus. Je ne pense pas avoir suffisamment de choses à dire malgré tout, à part que, voilà, mais c'est vachement bien. Voilà. Et aussi, il y a aussi un aspect, mais il faut que je m'arrête parce que sinon, je n'aurai pas le temps de dialoguer avec Fabrice. Juste pour finir, on s'intéresse aussi aux archives. C'est-à-dire quand on peut farfouiller dans les archives d'un dessinateur, on arrive à trouver des choses intéressantes. Par exemple, qui sait qu'immédiatement après la guerre,
le syndicat des dessinateurs français a fait une tentative de sortir un grand journal. Le syndicat lui-même avait l'intention de devenir éditeur et voilà. Donc ça, c'est quelque chose de totalement inconnu qu'on a trouvé dans les archives. Il y a eu aussi une archive sur un dessinateur, on pourrait dire un peu académique, qui est toujours vivant, qui s'appelle Jean Chakir, qui était un dessinateur de pilote et qui a été en procès avec un de ses éditeurs pendant plus de 20 ans. Et donc on a fait un dossier en racontant les 20 ans d'événements qui sont succédés parce que l'éditeur avait perdu les planches. Voilà. Donc c'est un sommaire qui est extrêmement varié et qui essaye d'aborder l'histoire de la bande dessinée par tous les aspects. Et voilà, je m'arrête là parce que j'ai des questions à poser à Fabrice. Moi, j'ai juste une question. Qu'est-ce que tu as publié en premier dans Bananas? C'était des histoires courtes ou... Oui, de toute façon, c'était toujours des récits courts. Alors, de toute façon, j'ai participé aux 4 numéros. Là, Oui, voilà, en fait. Les 4 numéros du Banana, qui n'en a eu que 4 à ce moment-là. Enfin, c'est oui, ça. Alors, je précise, il y a quelques exemplaires ce sont les derniers qui sont sur le stand de Stripologie. Ok. Et c'est ça, j'ai participé aux 4, je sais Absolument. plus. Les 4, oui, c'est ça. Donc ça, c'est la toute première planche. Toute première planche du premier court récit dans le premier Banana de ce moment-là, suite à notre première rencontre. Et ça s'appelle De Petites Choses, je crois. Oui, c'est ça. Choses. En fait, l'idée, c'était de ne pas bâtir un récit traditionnel avec un début, un milieu, une fin. Et donc, c'est des... Il faut juste que j'arrive à lire brièvement ce que j'avais écrit. Ce sont juste des fragments. Tu peux grossir juste pour moi. Non, tu peux pas. Bon, parce que j'ai pas l'impression de me rappeler exactement. Bon, qu'importe, c'est pas très très grave. Mais en fait, c'était vraiment une succession de cases, genre la première gorgée de bière, quoi. Enfin, ce genre de procédé, avec juste des objets, des livres, des CD, des disques, un ticket de cinéma, un ticket d'expo, et la description, c'était un ticket de cinéma, un ticket de l'expo, donc tel film vu, voilà, c'était uniquement ça. Ça s'appelait De Petites Choses, et ça commençait avec une rare image d'un dessin de ma chère maman, et je pense que ça doit être moi dans... Ah non, c'est un neveu, je crois. C'est ton neveu. C'est mon neveu, ouais, c'est ça, dans ses bras. Voilà. Oui, en fait, c'est dans Bananas qu'on trouve effectivement de très rares images de ta famille. Oui, bon après il y a le dernier sergent, je commence à en parler. En dehors du dernier sergent. Oui, tout à fait, c'est vrai. Parce que moi-même, je suis en train de m'en ressouvenir à cette occasion. Voilà, que dire de plus pour répondre à ta question? Évariste. Oui, alors c'est un peu embêtant parce que j'ai été très bavard. Et avant même de poser les questions importantes, j'avais des questions préalables à poser à Fabrice. Alors, la première, c'est que donc Fabrice a toujours expliqué qu'il était intéressé par la bande dessinée de science-fiction, de super-héros en tant que lecteur, et qu'avant de faire de l'autobiographie un peu poussée par son ami Loïc Nou, il dessinait chez lui des histoires de science-fiction. Et en fait, l'une des questions que je me posais, c'est à quoi ressemblaient ces histoires graphiquement. Parce qu'en fait, ce sont des pages que personne n'a jamais vues. Non, et qu'il vaut mieux pas que qui que ce soit. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir dans quel style graphique c'était. À noter, parce que brûler ces pages avant même. Parce que pour finir sur pour cette question préalable, dans le premier numéro d'Ego Comics, il y a donc quelques pages du journal de Fabrice No, et en fait, c'est dessiné dans un style graphique qui n'est pas un style de dessin au trait, qui ne sera pas repris en fait, et qui va être complètement modifié. Et donc, du coup, je me disais, est-ce que ces histoires de science-fiction étaient au trait? Alors, je peux par contre passer déjà pour que vous puissiez jeter un coup d'œil sur les pages. De fait, de toute façon, mes premières publications, elles sont là. Oh non, je dois avoir 2-3 petites merdouilles dans des fanzines aussi, mais bon, je ne suis plus où c'est. Et
En fait, ce sont 3 extraits de ce qui deviendra Journal 1, et c'est au La Vie. C'est important. C'est important. C'est au La Vie. C'est important pour plein de raisons, on y reviendra, parce que, pareil, Le Dernier Sergent, c'est l'augmentation d'un récit qui paraît quasiment sur le motif à l'époque, en 2000 d'ailleurs, au moment des événements, qui s'appelle, le Ego Comics numéro 7, qui s'appelle Émile. Émile de telle date, récit toujours en cours. Et en fait, c'est la prise quasiment directe des événements avec Antoine, où il n'y a d'ailleurs aucune représentation humaine dans le livre. Ça rejoint un peu les 2 petites choses. C'est juste des paysages, des moments, des trucs comme ça, ma table à dessin et tout, avec le récit qui est déroulé comme ça, et ça fait 32 pages à peu près. Et en fait, tout Le Dernier Sergent, qui en fait 415, est l'augmentation de ce récit-là. Et donc j'ai une espèce d'approche quand même comme ça, de faire pas des brouillons, mais des petits récits un peu synthétiques, avec toujours l'idée, moi déjà de marquer un peu la mémoire, et de faire, ça rentre dans un processus on en parlera avec Denis, mais c'est un processus référentiel assez fort avec la musique de Mahler, mais enfin bon bref. Et donc là, ce sont des extraits enfin c'est pas des extraits, c'est les premières moutures de quelques scènes de Journal 1 au La Vie. Il se trouve que au moment où on a fait imprimer ça, donc on est au début, on est en 1994, voilà, un truc comme ça. Et à ce moment-là, on apprend tout. On apprend chez les imprimeurs comment ça s'imprime. Donc on n'avait pas, c'était pas les scans à l'époque, c'était le banc titre. On peut peut-être expliquer ce qu'est le La Vie, non? Le La Vie, c'est pinceau, encre de Chine délayé dans de l'eau. C'est l'aquarelle en noir et blanc, quoi, pour faire. Si quelqu'un me reprend là-dessus, mais bon, vous avez le droit. C'est de l'aquarelle en noir et blanc. Donc c'est encre de Chine, pinceau et blablabla. Et à l'époque, donc c'était ce qu'on appelait le banc titre. C'est des appareils photo qui sont au-dessus des pages, et schlac, comme ça, et on fait un cliché. Et ensuite, je ne sais pas comment ils se démerdaient, mais enfin, avec une trame, on posait une trame dessus, ce qui permettait de réinterpréter le gris du La Vie, ou le gris des photographies, en points pour l'impression offset. Les rouleaux, en fait, c'est des plaques avec des petits points. Si vous regardez les grandes affiches en sérigraphie, vous voyez bien que c'est des points. Ce qui a été repris par le peintre Lichtenstein, quand il reprend en grand format des toiles de petites cases de je ne sais plus quel récit, tu dois mieux savoir que moi, cette femme qui est toujours en train de dire des choses, et il peint les gros points de l'impression, de l'offset, ce qu'on appelle la 4 couleurs, c'est-à-dire c'est le jaune, le bleu et le rouge, et en forme hexagonale, plus ou moins, qui se chevauchent et qui donnent toutes les couleurs. Bon bref. Donc, quand on fait une interprétation du La Vie, entre autres du noir et blanc de surface, là, comme ça, il faut appliquer une trame. Et quand j'ai vu les films, ce qu'on appelle les films, donc des espèces de calques transparents qui vont servir ensuite à l'impression dans l'imprimerie, j'étais catastrophé du résultat. Mais alors, catastrophé à un point, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi mauvais, c'est-à-dire que les noirs étaient du 95% et le blanc n'existait pas, on avait toujours ce petit point de trame qui donnait un 5%. Je me suis dit, imprimer, ça va être épouvantable. Donc j'ai repris tous les films et je les ai grattés pour récupérer du blanc. Pour récupérer du blanc. Je me suis dit, si je veux récupérer le noir, ça va être mort, parce que de toute façon, là, on est obligé d'avoir une espèce de feutre, ce qu'on appelle une actinique, et qui est évidemment infiniment plus épais que les traits de plume réduits à un format A5. Vous imaginez bien, donc je me suis dit, si je commence à retaper les cheveux, des trucs comme ça, on va voir des gros pâtés au milieu de dessins, ça va être des espèces de gros pâtés noirs au milieu de gris, ça va être affreux. Mais le blanc, c'était possible, parce que comme c'était gratté, ça pouvait reprendre le trait de la plume inversé, quoi, comme la carte à gratter de Thomas Hoth, ce genre de choses. Donc si vous voyez ceux qui ont Lego Comics entre les mains, maintenant que vous savez ça, vous pouvez regarder tout ce qui est blanc dans mon La Vie, vous noterez que ce sont des traits. Et en fait, c'est gratté sur le film. Donc j'ai repris les films. Et là, je me suis dit, comme j'avais déjà le projet de faire le tome 1 de journal, même si je ne savais pas à ce moment-là quelle taille il aurait, quel format, quel nombre de pages, mais que c'était quand même censé être des extraits, et que initialement je voulais dessiner l'ensemble du journal au La Vie, en voyant le résultat imprimé et les films, je me suis dit, mais c'est tellement épouvantablement dégueulasse, que si je dois me retaper le grattage des films intégral à l'exacto d'un bouquin, là, il y a 11 pages, mais d'en faire 100, je vais pas m'en sortir. Donc, j'ai adapté mon dessin pour l'impression, parce que je trouvais que c'était trop moche. Alors qu'en fait, c'est un pur accident, c'est-à-dire un meilleur imprimeur aurait peut-être fait mieux, et j'aurais peut-être été moins insatisfait, et j'aurais pas eu à faire ça, et peut-être que tout le journal aurait été au La Vie. Mais non, là, c'était très très mauvais, on ne nommera pas l'imprimeur de l'époque, en plus avec tous les trucs professionnels, genre « mais si, c'est bien ». Les assertions, mais si, c'est très bien, on a tellement des bonnes intentions que forcément c'est merveilleux le résultat. Et je me suis dit, pas possible. Donc je me suis pas mis, mais remis à la plume, parce que je vais répondre à la question sur la science-fiction. Maintenant on y vient, Transition Man. Je me suis remis à la plume, parce que je me suis dit, au moins,
le dessin au trait va être plus facile à réinterpréter. Bon, erreur, hein, c'est pas si simple que ça, mais bon, au moins, ça va être plus simple que, enfin, il n'y aura pas ce truc dégueulasse de récupérer les blancs et les noirs, etc. Donc, je me suis remis à la plume parce que jadis, depuis mes premiers cours aux Beaux-Arts, j'avais commencé déjà à investir la plume et l'encre de Chine comme étant un peu mon outil principal, qui donc le restera jusqu'à aujourd'hui et probablement jusqu'à la fin de mes jours. Et les premiers récits de science-fiction que personne n'a vus et que personne ne verra jamais, je les faisais à la plume dans mon influence principale, ma référence principale, c'était Skuyton, La fièvre d'Urbicande. Aussi bien un peu dans le récit, cette espèce d'utopie architecturale, et que la plume, quoi. Donc je commençais, alors c'était plutôt, j'avais du rotring, je faisais des traits à la règle pour faire des bâtiments bien droits, ces espèces de bulletins brutalistes là qu'on a un peu aussi entre l'art déco et le brutalisme dans La fièvre d'Urbicande. Donc j'adorais cette espèce d'architecture fasciste là, absolument délicieuse. Et donc je faisais des traits comme ça au rotring 01, et puis le reste du dessin je le faisais à la plume avec mes petits bonhommes qui se baladaient là-dedans. Et voilà, les récits de science-fiction, ils étaient à la plume, déjà sur du format A3, alors pas avec le gaufrier de 9 cases, hein, avec une partie d'influence manga, et notamment d'Akira, qui, n'oublions pas, en France, on parle de indé mainstream, mais surtout venait de débarquer en France au début des années 90, fin 80, les premiers exemplaires complètement saccagés et massacrés d'Akira, j'allais dire de Kurosawa, n'importe quoi, d'Akira d'Otomo, qui avait été découpé en petits fascicules comics par les Américains au départ et recolorisé et remis de lecture gauche à droite, évidemment, parce que sinon l'occidental ne pouvait pas lire, qui ensuite a été fait en une espèce de semi-pavé en couleur chez Glénat, enfin bon, c'était l'horreur, pour finalement terminer, après tous les saccages possibles et imaginables de l'édition d'Akira, terminer par l'édition en noir et blanc des tomes originaux, dans le sens de lecture japonais, mais juste avec la traduction française, pour que tout le monde se rende compte que c'était quand même tellement mieux comme ça. Bon, petite parenthèse là-dessus, mais Akira venait de débarquer. Donc, aux Beaux-Arts, à l'époque, donc fin 80, hein, parce que moi, mes années aux Beaux-Arts, c'est 86, 86, 90, quelque chose comme ça. Et ensuite, chômage et puis chômage, quoi. Et en fait, moi, c'était un mix entre, graphiquement, je ne sais pas si des images peuvent vous venir de ce mélange-là, mais c'était entre Skuyton et Otomo, profondément raté, évidemment, à l'époque. Voilà, c'était ces pages-là, puis c'était une espèce de récit d'utopie de science-fiction. Déjà à l'époque, j'en avais un peu marre de la dystopie. On aura peut-être l'occasion d'en parler un peu avec Denis. Ce que je dis d'ailleurs à la fin du dernier Sergent, il y a une espèce de chapitre là-dessus, où je dis, mais en fait, en gros, où sont nos rêves d'antan, quoi, où sont nos rêves d'enfants et d'antan sur la science-fiction. Moi, je suis d'une génération, on a quasiment jamais connu la science-fiction utopique, hormis dans la littérature américaine. Il y a la littérature russe aussi, mais je la connais moins bien. Il paraît qu'ils ont une science-fiction complètement délirante. Et c'est un petit peu doucement en train de revenir apparemment maintenant, mais on a eu 40 ans de dystopie en science-fiction. C'est Blade Runner, hein, voilà. Et jusqu'à maintenant, c'est toujours le futur, c'est toujours un futur anticipé d'à peine 40 ans, où on ne fait que pousser notre société de merde un petit peu plus loin, avec un gap à la con, genre on va décider que maintenant l'argent va être uniquement numérique, qu'est-ce que ça va faire? C'est toujours totalitaire, c'est toujours atroce, c'est toujours assez pauvre au bout du compte, scénaristiquement parlant, et il n'y a plus d'utopie du tout. Bon, je suis parti un peu sur autre chose, mais moi, au départ, je voulais vraiment faire, créer une société parfaite, quoi. Alors, en plus, comme j'avais des études de philo, alors j'étais sur Platon, Kant, j'avais appelé ça le néo-kantisme, donc on était en l'année... Ah ben non, là, faut pas dire ça, je vais le trouver, t'inquiète pas. Et en fait, voilà, on était en l'an 30 000, la société était absolument parfaite, et c'était uniquement la gestion de l'univers, quoi. En gros, comment on allait régler un petit peu pour qu'il y ait un petit peu plus de verdure sur cette planète que sur l'autre, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien, et en même temps, c'était comment faire un récit avec ça. Bon. Voilà, on n'y est pas. Mais j'ai toujours ça en tête. Hein. Je ne le ferai jamais parce que c'est trop énorme. Mais j'ai toujours en tête. Et ça m'a permis notamment vraiment de réfléchir à la question de la société parfaite, entre autres. Bon. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de solutions sans tomber sur un totalitarisme. Assez peu. Mais j'étais là-dedans. Je cherchais vraiment le truc. Je disais, mais moi j'en ai marre. Ça me fait suer qu'on m'impose en permanence qu'une société parfaite n'est pas possible et qu'on peut fatalement que déboucher sur des esclaves qu'on ne voit pas. Houellebecq, dans les particules élémentaires, aborde le meilleur des mondes de Huxley.
les deux personnages, donc on fait parler les deux personnages, pas Houellebecq lui-même, Bruno, le professeur, fait l'assertion que le meilleur des mondes d'Huxley est une société véritablement parfaite, que ce n'est pas une dictature, que c'est vraiment une société parfaite et que c'est une erreur de lecture de l'avoir interprétée comme étant une société totalitaire. Et tout. Alors, effectivement, une société parfaite avec un certain nombre de préalables qui éliminent un certain nombre de variables de l'humanité. Mais pour lui, il dit, la deuxième partie du sauvage qui débarque dans cette société, qui est censé être le témoin auquel on s'identifie pour montrer que c'est une société imparfaite, quelque part, c'est presque un défaut littéraire dans le roman, quoi. Et je trouvais ça assez intéressant, d'ailleurs, cette idée que le meilleur des mondes était une véritable société parfaite. Et de fait, elle fonctionne parfaitement. Donc, c'est une société parfaite. Après, qu'est-ce qu'on fait derrière ça? Bon, voilà. Moi, à l'époque, vraiment, donc avant le journal, avant tout ça, avant même les Beaux-Arts, quasiment, j'avais cette idée-là d'un récit. Puis mes influences, c'était Valérian, c'était Axel Manchin, dont on a le décès de Godard récent. Mais tu parlais d'Akira. Il y a un autre titre aussi important pour toi, c'est Watchmen. Ouais, mais en fait, c'est plus tardif. Ouais. Curieusement, c'est un peu plus tardif. Et Watchmen... c'est important dans la construction, la narration de tes... Ouais, mais c'est important, Watchmen, plus pour le journal. Justement, plus pour l'autobiographie, curieusement, sur la narration et la construction narrative, que pour la science-fiction de l'époque. Puis c'est pas de la science-fiction, Watchmen, en plus. C'est de l'anticipation, puis c'est du comics, de super-héros, donc on n'est pas vraiment sur de la science-fiction. Pour moi, la science-fiction, c'est la hard SF. De toute façon, c'est des vaisseaux dans l'espace, c'est pas... Et comment ça serait si on vivait vraiment dans un monde entier où il n'y a que des Trump partout, quoi. Ça me fait chier, franchement. On a déjà le monde pour nous le dire. Moi, ça me fait chier des récits là-dessus. Alors, moi, pour le coup, ce qui m'épate un peu, alors, ce qui me manque, c'est effectivement la vision de tes pages que je ne verrai, de science-fiction que je ne verrai jamais. En privé, peut-être, mais bon, faudrait que je les retrouve déjà. Faudrait que je les retrouve, franchement. Bon, ça va, j'ai un petit espoir. Pour le coup, plus sérieusement, moi, quand j'ai commencé à relire le journal en vue de notre conversation d'aujourd'hui, pour le coup, j'ai été frappé de constater... Alors, je ne parle pas des pages des gauches, je parle vraiment du premier volume, du premier livre, un journal. J'ai été frappé de constater à quel point tout était déjà parfaitement au point. Alors, tout à l'heure, tu dis... Tout à l'heure, tu disais, bon, j'espère que j'ai fait quand même un peu de progrès en dessin en parlant du temps un petit peu long entre les débuts du journal et maintenant. Donc, je te confirme que que ça se voit, c'est flagrant. En revanche, en termes de système, oui, je suis absolument stupéfait. Parce que, bon, si on considère quand même que les histoires de science-fiction non publiées, c'est quand même une espèce de brouillon, voilà, c'est quand même de la préhistoire. Hein. C'est quand même de la préhistoire. Quand tu commences, je dirais, quand tu sors de la préhistoire pour rentrer dans l'histoire, si je puis me permettre une remarque aussi fondamentalement idiote, mais bon, on comprend ce que je veux dire, le truc est déjà au point. C'est-à-dire, dès la première page, dès les premières pages, le truc, voilà. Ton dessin au trait, voilà, tu sais exactement comment tu veux le dessiner, tu sais exactement ce que tu veux raconter. Et là, c'est... Je sais exactement le réglage, en plus, justement, de ce gap privé-public, on va dire. Qu'est-ce que je dis, même si ça m'a posé infiniment de problèmes et que ça n'est pas terminé, mais moi, je sais exactement où je m'arrête. Notamment les patronymes. Je ne mets pas les patronymes. Je crois même que dans le dernier Sergent, où il y a quand même des figures que le lecteur peut éventuellement reconnaître, vous avez vu Richard tout à l'heure, il est dans le dernier Sergent, je parle des ouvrages, et il y a Denis, mais je ne dis pas Denis Bajram. Je dis Denis, on en parlera avec Denis, hein. Mais je ne dis pas Richard Marazzano. Mais ça devenait difficile de parler des travaux qu'il commençait à faire. Donc Denis commence son travail avec Xavier Dorisson sur Cryozone. Donc de fait, on tape Cryozone sur Google, on a un titre, on a un bouquin, donc forcément on sait que c'est Denis Bajram. Pour les gens qui ne connaissent pas Denis Bajram, c'est-à-dire quand même la majorité de la population, il faut le savoir, parce qu'il y a ce truc du milieu de la bande dessinée qui est persuadé qu'on est au courant de tout ce qui se passe, on sait exactement dans quelle ville se passe le journal, mais moi il y a plein de gens, ils ne savent pas où ça se passe, et c'est eux qui ont raison, ce n'est pas ceux qui savent sont dans l'œil du cyclone. Mais mon réglage, moi je savais dès le départ où je l'arrêtais, notamment de ne pas donner les patronymes, par exemple, et de ne pas donner le nom de la ville, parce qu'on s'en fout.
Ça n'a aucune importance, ce n'est pas une information capitale pour comprendre le récit. Le drame qui s'y passe, la tragédie, le récit du narrateur, ses amours et tout ça, et ses rencontres avec les gens, que ça se passe dans cette ville qui n'est pas nommée ou que ça se passe ailleurs, dans une ville de taille similaire, n'aurait rien changé. Donc moi, ce réglage-là était déjà fait et je n'en ai pas bougé. C'est-à-dire que jamais je ne donnerai le nom de la ville, même si la plupart des lecteurs qui connaissent où se passe la ville savent où elle se passe. Et je prétends, de manière un peu assertive, que vous n'avez pas à le dire. Les gens, vous le savez, ceux qui le savent. En privé, on peut se le dire, mais je ne le mettrai jamais. Et ça m'énerve beaucoup quand on balance le nom de la ville dans un article, parce qu'il n'est pas dans le livre. Ce putain de nom de ville n'est pas dans le livre. On va dire, oh, on la reconnaît. Oui, mais il y a des gens de Dijon, ils ne savent pas la reconnaître. Et j'ai fait un chapitre entier dans le tome 4 là-dessus, qui s'appelle La ville de parenthèse 3 petits points, où je dessine un édifice néo-roman à la con, à la Abadie, qui est dans la ville qui n'est pas nommée. À côté, je dessine la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté et le Colisée. Je dis, vous voyez bien que ce n'est pas le même registre de représentation symbolique. Personne ne peut deviner où se situe cette église néo-romane à la con, alors que tout de suite, on va nommer New York, Rome, Paris. Démonstration CQFD du fait que le registre d'identification entre le réel et tout ça n'est pas donné, il y a une limite, et elle n'est pas donnée, ça ne change rien. Bon, je suis un peu débordé sur autre chose, mais ça répond à la question enfin, la question à ton affirmation que le système est déjà au point. Sur cette partie-là, moi, j'ai une frontière qui est en acier, en airain et en or. Hein. Ça ne bougera pas. J'entends bien ce que tu dis, mais moi, ce qui me stupéfait, c'est que c'est tous les aspects alors j'allais dire de la du narration, journal, de la mise en place, etc. Tout est oui. Donc c'est... Enfin, je veux dire, c'est Franquin, quand il commence pas par le Nil et Mars Supérami. Je veux dire, il commence à faire des trucs, des brouillons, des trucs infâmes, des trucs inintéressants. Après, j'ai commencé par la préhistoire, de fait, ces trucs que les gens n'ont pas vus, donc il y a quand même un apprentissage en amont. Oui, mais enfin, mais je dois je pense que c'est quand même... Alors, c'est pas parce que on se connaît et tout, je veux dire, j'ai pas besoin de te cirer les pompes. Non, pas besoin. C'est quand même stupéfiant que le truc soit à ce point, au point dès le départ. Ça effectivement, c'est pas à moi de le dire. Je précisais sur le réglage éthique, on va dire. Oui, bien ça sûr. Fait partie. Bien sûr. Ça fait partie de ce truc-là. Oui, je savais, en sachant ma limite éthico et esthétique, comme disait Richard tout à l'heure, l'esthétique est une éthique, de toute façon. Et de fait, en ayant ce réglage éthique, ça m'a obligé à ce réglage esthétique, d'où esthétique des brutes d'ailleurs, ça m'a obligé à ce réglage, et donc au dispositif narratif. Je veux dire, ça procède justement d'une réflexion de départ sur qu'est-ce que je dessine et jusqu'à quelle limite. Et alors pour plein de gens, la limite est franchie, etc., c'est leur problème, mais moi je sais exactement où est ma limite par rapport à ça, et ça a déterminé vraiment le processus narratif. Et après, pour rentrer un peu plus dans ce que tu dis, dont moi je ne peux rien affirmer, il n'y a que toi pour pouvoir le faire, ce qui est au point, sont plus justement les références du comics. Et voilà, là on déborde un petit peu sur le sujet avec Denis, mais sur le comics et le manga. Et la preuve en est, j'ai envie de dire, bon, on peut toujours douter de la parole d'un Japonais au Japon, avec leur système de politesse à ce niveau, mais là-bas, en allant à Tokyo en 2001, pas mal de Japonais sont venus vers mon travail, alors que je suis très bavard en vrai, comme dans mes livres, donc ils ne pouvaient pas lire ce qui était en français, et me disaient, mais on a l'impression qu'il y a plus de choses à comprendre chez vous que chez les autres, que je n'aimerais pas, qui sont des auteurs absolument respectables, mais j'ai senti, et j'avais pas l'impression que c'était que de la politesse japonaise, quoi. Et de fait, je leur ai dit, bah oui, mais parce que c'est grâce à vous, les Japonais, c'est grâce au manga, c'est grâce à Akira. À l'époque, c'était Akira, puis après, il y a eu Taniguchi assez rapidement, notamment avec L'Homme qui marche. D'où les petites choses, les petits éléments du quotidien. L'homme qui marche, c'est un homme qui marche dans sa ville, et qui, juste par son regard, on observe un temple, une rue, une vieille dame qui passe à côté, avec qui ils ont une petite compétition de marche à un moment donné, qui est absolument exquis. La dame sous le cerisier, etc. C'est des choses qui m'ont complètement bouleversé. On est passé quand même en France de Akira d'un coup, bon, où il y a tout dans Akira en même temps, il n'y a rien à dire. Et à L'Homme qui marche, c'est quasiment le deuxième livre, le deuxième manga publié en France par Casterman, L'Homme qui marche. On a la science-fiction, Anticipation, Akira, qui fait 2000 pages, quelque chose comme ça. Et on a L'Homme qui marche, donc le quotidien japonais. Pareil, moi au début, la couverture, je me suis dit, bon, ça a l'air vachement solide au niveau dessin, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de proportion quand même entre la petite silhouette et les maisons.
je suis allé au Japon, je me suis rendu non, il dessine très bien, il n'y a pas de problème. Les maisons sont un petit peu plus petites, effectivement. Et je dois ce système narratif, s'il y a une mise au point qui est faite à ce moment-là, aux comics et au manga. Et Thierry Gronstein, à l'époque, au demeurant, on commençait à observer ces jeunes auteurs aussi qui émergeaient autour de lui, comme tu l'as fait. Et il arrivait à situer les autres, mais moi, il n'arrivait pas à me situer. Parce qu'à l'époque, ces gens-là, ces grands intellectuels de bande dessinée, le manga, ça leur tombait dans les pattes ils avaient un peu de mal à lire de gauche à droite, quand même, de droite à gauche. Et il disait, mais je sais pas, il dit, c'est étrange chez toi, je sens bien qu'il y a un truc, mais je ne sais pas d'où tu viens. Bah oui, je dis, je ne viens pas du franco-belge, je ne viens pas de Franquin et de toute la clique, ça ne m'intéresse pas du tout. Tout en respectant profondément mes premières BD, je l'ai dit, c'est Valérian et Axel Manshine, les premiers chocs vraiment de bande dessinée d'adolescence. Vagabond des limbes. Vagabond des limbes, oui, pardon. Plus, et de fait, je n'ai pas tiré du système narratif de Godard et Ribera, ni de Christin pour faire le journal, ou même la SF de l'époque. C'était vraiment le manga et le comics. On en parlera avec Denis, mais notamment dans le tome 1, il y a des références quasi explicites à Born Again de Mazzucchelli et Miller. De Mazzucchelli et Miller. Hein. Quand je suis à l'envers sur le lit, je cite explicitement Daredevil au fond du gouffre. Il y a une case identique, il est sur un lit dans une espèce d'hôtel miteux, à un moment donné, avec la tête à l'envers dans la même position. On le sait, on le sait pas, on s'en fout, c'est pas important, mais moi je citais intégralement ça. Je réponds à ça. Donc, c'est pas à moi de dire si c'était complètement au point dès le départ, mais en tout cas, mon processus était fixé. Et avec le gaufrier de 9 cases, c'est ce que j'ai dit à quelque Même dans le tome 1, il n'est pas complètement au point, le gaufrier de 9 cases. Il y a des moments un peu, ça se balade. Après, c'est immuable, c'est quelque chose que tu immuable. reprends. Je suis en format A3 original, à la plume, et ça ne bougera pas sur ce truc-là jusqu'au bout. Évariste ? Dans les illustrations qui sont passées, on a vu une page extraite de Newman. Ah oui, Newman. De Newman. C'est pas le boulot dont je suis le plus fier, je tiens à vous le dire quand même. Voilà. Et donc, ça m'intéressait quand même au moins de citer ces deux albums, parce qu'on a commencé donc dans la préhistoire avec l'histoire de science-fiction non publiée, mais pour le coup, après, je veux dire, ton intérêt pour la science-fiction ne t'a pas quitté, et du coup, ça s'est même concrétisé en album. Alors, soit cet album-là, enfin ces deux albums-là, dont tu es le propre scénariste, donc c'est vraiment une histoire qui a été conçue de A à Z pour toi, ou alors d'autres travaux de science-fiction. Labyrinthus avec Christophe Beck. Voilà, Labyrinthus. Et donc du coup, Je suis plus content de Labyrinthus que de Newman. Oui, je sais, mais moi j'ai vraiment un profond intérêt pour Newman. Et en fait, ce qui est assez intéressant, quand on lit les deux, moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu les deux. Enfin, c'est même une certitude absolue, vu que de toute façon la série n'a pas marché, alors que, que le journal, je veux dire, au fur et à mesure des rééditions, etc., il a quand même fait son chemin et il a quand même été lu. Et en fait, quand on lit tout Fabrice No, donc les histoires de science-fiction, l'autobiographie, les histoires de reportage, puisqu'il a travaillé aussi pendant plusieurs années dans Beaux-Arts Magazine, où il faisait des reportages. Dans la bande dessinée même pédagogique, Alex, on peut classer ça, donc c'est un livre... avec Thierry Roberecht au scénario. Voilà, donc c'est un livre sur qui est fait pendant les années SIDA, enfin... Un petit peu après, mais bon, c'est quand même pour... C'est une commande d'une association qui existe toujours, qui s'appelle l'association Execo à Bruxelles, orientée, dirigée vraiment plutôt vers les personnes séropositives, déjà séropositives on va dire, et qui m'ont fait cette commande, enfin qui ont fait la commande à Thierry Roberecht en tant que scénariste, qui a fait un travail avec des adhérents, des personnes séropositives pour recueillir un certain nombre de témoignages et en faire un récit de fiction, qui devient donc Alex et la vie d'après. Et après, ils m'ont commandé la partie dessin
et en même temps la partie vraiment bande dessinée, parce que Thierry a fait un diagramme, on va dire, de dialogue, et m'a laissé assez libre de l'interprétation. J'ai d'ailleurs demandé 10 pages supplémentaires, parce qu'il y avait besoin de respiration dans ce récit. Bon, enfin, le scénario est déjà un scénario de fiction très bien. Enfin, je veux dire, il y a eu des tentatives de commandes pour le VIH et tout, des romans photos, des trucs comme ça. À chaque fois, c'est assez consternant. J'ai la petite prétention de penser qu'Alex et la vie d'après, on a fait un truc quand même qui a un petit peu de gueule, qui est une vraie histoire, on sent bien qu'il y a des témoignages qui arrivent comme ça, mais il a vraiment fait un récit qui part de ce Alex qui découvre qu'il est séropositif dès les premières pages, et en fait, comment il va gérer sa séropositivité, sa prise de médicaments dans les années... alors ça correspond, c'est publié en 2006-2007, je crois. La plupart des personnes séropositives étaient plus âgées, donc forcément les témoignages sont plutôt des gens des années SIDA, vraiment, donc plutôt des fins des années 90, parce que on est au démarrage des trithérapies, en fait, des premières trithérapies. Et alors que les trithérapies étaient déjà là en 2006, parce que c'est vraiment la fin des années 90, début 2000, le début des trithérapies. Petite parenthèse pour dire, c'est un travail de commande de cette association. Et là, ça, c'est un travail, par contre, dont je suis vraiment très content, très satisfait. Et surtout, la rencontre après avec toute l'équipe, c'était vraiment très, très chouette. Mais voilà, c'était un travail de commande, de fiction. Et oui, pédagogique, mais on avait vraiment essayé d'en faire une histoire. Ce n'est pas les personnages, genre l'oncle Tom, qui explique aux petits naïfs comment on prend les médocs, etc. Le scénariste a vraiment, et ça, j'imagine, été un boulot de dingue, pour respecter à la fois la parole de 6, 7, 8 personnes qui ont juste raconté leur histoire, et d'essayer d'en faire un vrai récit. Oui, mais voilà, c'est justement sur ce point que je voulais appuyer. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un truc un peu bateau, un peu alimentaire pour une bonne cause. C'est une vraie histoire, quoi. On a fait tout pour que ça soit le cas. Et aussi... ça part, le prolégomène de Schopenhauerien de départ, et s'adresse vraiment... c'est pas, on va tout dire sur le VIH. C'est le personnage est homosexuel, il vient d'apprendre sa séropositivité, donc ça s'adresse, on va dire, déjà à un public séropositif, et c'est en partant d'un particulier, voire singulier, comme ça, qu'on a pu, justement, je pense, faire un récit qui n'est pas trop dégueulasse, alors que toutes les tentatives que j'ai vues et lues, et notamment les romans photos qui ont été faits un peu dans le coin, ils essayent de parler du VIH, quoi. Donc ils mettent des hétéros, des hommes, des femmes, des trans, des ci, des là. Alors il y a aussi de la diversité dans ce récit, mais moi je reste convaincu, d'où le journal, que c'est en partant humblement de la petite lorgnette là, de départ, qu'on peut arriver à élargir le truc, et non pas en ayant la prétention de tout couvrir d'un coup, qu'on peut y arriver. Alors après, il y en a qui peuvent y arriver en faisant des systèmes philosophiques complets, hein, mais n'étant pas philosophe, n'étant pas sociologue, etc., c'est pas moi. Et là, je trouvais que c'était... Et ça, c'est dû vraiment à l'association de départ, qui a eu la bonne idée de faire ça, et ensuite à Thierry Robrecht de réussir à faire le tour de force. Il y a des moments, hein, on sent le didactisme, bon, forcément c'est obligé, mais c'est pas pesant. Enfin, je veux dire, j'espère. Pareil, je peux pas le dire, mais j'ai l'ambition, je pense on peut lire le livre comme on lit un livre sans que ça soit marqué dessus. Et moi, j'aurais bien aimé faire une suite. Pédagogique. J'aurais même aimé faire une suite. Oui, c'est une vraie histoire. J'aurais même aimé faire une suite, même carrément, avec des témoignages plus récents, avec un Alex un petit peu plus âgé. Et, bon, donc j'ai relancé Thierry de temps en temps par rapport à ça. Il se trouve que Thierry a fait un AVC, il est vivant, mais bon, il est très affaibli, un petit peu comme Maester, donc ça s'est pas fait. Mais de temps en temps, je l'ai relancé, puis j'ai relancé l'association aussi. Bon, l'association n'en voyait pas l'utilité, évidemment. Et donc j'ai essayé de leur demander, mais si nous, on faisait une suite indépendamment de ce truc de départ, est-ce que vous êtes d'accord aussi? Parce que là, il y a un contrat moral, puisque c'était un gratuit. Le livre était un gratuit. Bon, nous, on était payés pour notre travail, mais le livre était un gratuit, distribué dans les CDG, dans les plannings familiaux et tout ça. Il y a eu un micro-début de polémique et de shitstorm à la con, parce qu'une association catholique était tombée dessus, parce que c'était dans une école ou un collège, donc forcément, puis ça a été éteint aussi sec, notamment parce que je les ai bien chargés dès le départ. Mais voilà. Bon. Alors, parenthèse. Il nous reste 5 minutes. Ouais. Moi, j'avais une question. Tu nous as parlé de la construction, de la mise en place de tes livres, de ton travail, mais on peut rappeler aussi que chaque livre de journal et du Dernier Sergent fonctionne de façon indépendante.
Ah oui, oui, tiens, bonne remarque, parce que ça c'est une chose qui revient régulièrement. Parfois avec même des libraires et même des libraires très très amis, quand des clients passent dans la librairie, qui tombent sur Le Dernier Sergent, ils commencent, ça les intéresse, ils font « Oh non, non, mais est-ce que vous avez lu le journal avant quoi ?» Ben non, ça serait bien quand même que vous commenciez par lire le journal. Je dis « Mais quand je serai au tome 17, tu vas dire à chaque fois qu'il faut lire le tome 1 avant de lire les autres. » J'essaie de m'arranger pour que les récits soient un peu... Alors là, sur Le Dernier Sergent, ça va être un peu compliqué, parce que c'est vraiment un cycle complet, mais je maintiens. Le deuxième tome, cette journée à La Rochelle, je m'arrange pour que, normalement, dans l'abstraction, n'importe quel lecteur qui ne me connaît pas du tout puisse prendre ce récit et suivre. Ah, j'y pense à chaque fois. Il est hors de question que je fasse de la même manière que mon réglage éthique est cet endroit où, normalement, le lecteur, pas trop idiot, n'a pas besoin de la validité, de la vérification des éléments du réel dont je parle pour avoir une accessibilité à l'information du livre supérieure à ce que le livre dit. Le livre est une totalité et se suffit à lui seul. De la même manière, j'ai l'ambition que chaque livre, même si c'est mieux d'avoir lu les... Mais c'est comme tout, c'est-à-dire il y a des choses qui sont sans cesse bonifiées. On lit quelque chose, les séries à la télé aujourd'hui, vous prenez la saison 3 de je sais pas quoi, épisode 7, en fait, on arrive à comprendre ce qui s'y passe, quoi. On sait qu'il y a des informations qui nous manquent, on sait que si ça nous intéresse, on ira les chercher un jour ou l'autre, mais on n'a pas une compréhension totale de l'épisode qu'on est en train de voir, parce qu'il nous manque 3 infos, quoi. Sur des bouquins de 400 pages, je peux me permettre, notamment dans celui-ci, de refaire une petite mise au point au début, en disant, voilà, le narrateur il reçoit un prix à Angoulême, l'Alphard coup de cœur, il a commencé la BD à ce moment-là, il a tel et tels amis, etc. Il est un peu pédé du cul et il va aller draguer et sucer des bites dans des buissons, dans les jardins. Voilà, il y a le placement de ça et ensuite le récit se développe. Il y a un livre qui est peut-être un petit peu plus difficile à lire indépendamment, mais en même temps il est intégré au truc, c'est le tome 2 du journal, parce qu'il est tout petit comme ça, et pour moi c'était vraiment un intermezzo entre le 1 et le 3, et pour moi c'était même plutôt déjà intégré au 3. Mais sinon, on peut lire le 1 indépendamment, le 3 indépendamment, le 4 indépendamment, et le Dernier Sergent indépendamment. Et on pourra lire le 2 indépendamment, on pourra lire le 3 indépendamment. Le 4, ça va être plus difficile, parce qu'il est vraiment conclusif, il ne se passe rien. Mais voilà, j'essaie de faire en sorte ça, et c'est dur de faire comprendre aux gens, aux libraires, à la communication, à l'éditeur et tout, que si vous voulez vendre, les gars, va peut-être falloir éviter de dire aux gens non, ne le lisez surtout pas si vous n'avez pas lu les 4 tomes avant. Quoi. C'est la dernière façon de faire vendre un livre, parce que je pense aussi à mes ventes. On est d'accord. Je pense, moi, je suis là pour gagner de la thune. Voilà, donc la conclusion, c'est lisez tous les livres. Achetez, lisez, je m'en fous, mais lisez, achetez. Surtout achetez les livres de Fabrice. Donc merci Fabrice, merci Évariste, et à bientôt. Merci Évariste.